Bienvenue à tous. Merci de nous rejoindre dans l'entretien de dimanche, c'est politique. Mesdames et messieurs, vous le savez, 2026 s'annonce pour le Bénin comme une année électorale marquée par des changements institutionnels majeurs, élections générales, septennat, trêve politique. Notre vie politique, on peut le dire, aborde une phase presque expérimentale, alors que l'attention se porte aujourd'hui sur la Sénat pour l'éligibilité des partis aux législatives, dernier scrutin auquel les formations politiques ont postulé. Nous observons une mission conjointe de diffusion et d'explication des innovations de la loi constitutionnelle. Cette démarche, bien que politique, est fondamentalement citoyenne. Il est impérieux pour les partis de la majorité parlementaire que ces amendements soient largement diffusés et appropriés par l'ensemble des Béninois pour évidemment en saisir pleinement les enjeux. Ce matin, notre objectif dans l'entretien est d'interroger la perception citoyenne justement de la dynamique politique en cours, laquelle est essentiellement axée, selon certains observateurs, sur l'ambition du Bénin de se voir développer, d'être un pays dynamique et prospère. Pour décrypter ces mutations, nous accueillons ce matin le socio-anthropologue Kalis Wede, qui est enseignant-chercheur du supérieur, donc, qui a accepté d'apporter son éclairage au débat politique. Monsieur Wede, bonjour. Bonjour madame, bonjour chers téléspectateurs et téléspectatrices. Merci d'avoir accepté notre invitation sur ces sujets d'intérêt majeur. C'est un devoir moral, hein. J'ai l'habitude de le dire partout. Je pense que si vous devez vous faire grâce, vous êtes du monde universitaire, si vous savez tout le parcours que chacun essaye d'avoir avant d'être à ce niveau, on a ce devoir moral de servir notre pays. Devoir moral, dites-vous, mais c'est pas toujours évident. On galère, on peut le confesser, on galère pour trouver. Non, vous n'allez pas galérer. Des scientifiques non, ça je le dis. Certaines thématiques. Le monde universitaire n'est pas que les amphis. Oui. Ce n'est pas que les amphis. Non. Vous avez, au-delà des amphis, vous avez des recherches empiriques. Vous avez les consultations auxquelles vous devez prendre part pour éprouver les théories. Justement. D'accord. Et encore moins en sociologie, sans l'empirisme, notre science n'a pas d'existence. C'est ce qui fait la différence entre nous, nos sciences. Mais à la recherche d'interlocuteurs qui voudraient bien répondre ou apporter des éclairages, leur analyse sur des sujets comme ceux dont nous allons parler tout à l'heure, c'est pas toujours évident. Bon, c'est aussi. Il y a une certaine réticence de vos collègues. C'est aussi une question de disponibilité. Pas toujours. Pour les uns et les autres. C'est ce que moi je peux dire. C'est aussi une question de disponibilité pour les uns et les autres. Et d'autres aussi, il y a ce que j'appelle des contraintes pour que seul chacun saura quelles sont ces contraintes. Puisque je le dis, le Béninois n'est pas isolé. D'accord? Le Béninois n'est pas isolé. Quel que soit son statut dans la société, il n'est pas isolé. Allez, commençons sans plus tarder. Peut-être qu'on reviendra là-dessus. Oui. Commençons déjà sans plus attendre par l'actualité immédiate qui nous réunit, on va dire le processus électoral en cours. Monsieur Wede, nous arrivons, on peut le dire, presque à terme du processus qui doit faire le lit au scrutin, différents scrutins de 2026. Les deux candidats à la présidentielle sont connus. Les partis politiques dans la course au communal sont également connus et même validés. Pareil pour les législatives là, nous attendons toujours le verdict de la Sénat. Dans l'ensemble, Monsieur Wede, vous avez pu l'observer. Tractation, malaise, démission, même bataille juridique, cohésion ont marqué l'environnement politique. Vous, de votre position d'enseignant-chercheur, de socio-anthropologue, d'observateur de la dynamique politique béninoise, sous quel prisme analysez-vous ce processus qui connaîtra son épilogue, on va le dire, les prochains jours avant qu'on aille aux élections le 11 janvier prochain? Merci beaucoup, madame. Vous savez, le Bénin, depuis 1991, a connu un processus électoral qui n'était pas stabilisé. Je vais parler de deux éléments. Le premier élément, question de code électoral. C'était des règles générales. D'accord? Et deuxième élément, c'était l'institution qui devait l'organiser. Nous étions partis de l'institution administrative en 91 et à une institution professionnelle en 95. C'est vrai. Donc, notre processus électoral reste une donnée dynamique avec des acteurs et des institutions.
Oui. Donc, c'est dans cette perspective que, vu le cycle électoral qui était le nôtre, et ce cycle électoral, selon nos institutions phares, à savoir les élections présidentielles, les élections législatives, l'un est 5 ans, d'accord, et l'autre 4 ans. Et on en était là depuis 2002. Nous sommes arrivés aussi aux élections communales. Donc, nous étions dans un cycle électoral. Sur 5 ans, on peut organiser 2 élections. D'accord. La dynamique d'une certaine gestion, non seulement des finances publiques, mais aussi d'une stabilité au niveau des acteurs politiques. Je fais un peu de l'histoire pour dire, non, je ne serai pas très long, pour dire que à la veille de chaque élection, le Parlement est très agité. Il y a des démissions des groupes parlementaires qui se font, se défont, et au point où on devient des non-inscrits. En ce temps, c'était pour disposer des postes au niveau de l'architecture de la Sénat. Nous en avons connu de 1995 jusqu'à l'institutionnalisation de la Sénat en 2014. Donc, aujourd'hui, la Sénat, nous avons déjà un acquis d'une stabilisation. Ça, c'est déjà un acquis quand on a fini par connaître ce que j'appelle les dynamiques. D'accord. Maintenant, qu'allons-nous faire pour mettre fin au cycle électoral? Il faut se l'avouer que, à la veille, l'administration n'était pas fonctionnelle, puisque les gens étant nommés vont davantage sur le terrain. Il y a tout ça là qu'on avait connu pour que la révision de 2019 puisse nous amener à disposer, d'accord, d'une année électorale. Donc, le Bénin change de régime électoral pluriel à un régime électoral unique, pour ne pas dire une délimitation et temporelle des élections. De la tenue des élections. De la tenue des élections, oui. Ce qui a amené à aligner les élections sur une même périodicité. Oui. D'accord? Et ça, d'autres ont fait le sacrifice, c'est-à-dire le Parlement qui est en train de finir. Oui. Les maires ont connu un rallongement d'1 an, ça fait 6 ans. Donc, voilà d'où nous sommes partis. Mais aujourd'hui, comme nous voulons opérationnaliser notre première réforme à ce niveau de notre vie politique, c'est bien que les acteurs puissent se repositionner. C'est une question de repositionnement. Puisque il faut se rendre à l'évidence que 2023 a été un moment que j'appelle le moment de décryptation de la crise politique. Décrispation, d'accord. Oui, de la crise politique, au regard de tout ce qui s'est passé. D'accord, je ne veux pas revenir sur ça. Donc, actuellement, les acteurs devaient se repositionner. Et il y a un clivage systématique sur un seul parti d'opposition. Est-ce que vous voyez? Ce clivage a laissé entendre d'autres là. Mais là, pour venir à tout ça là, c'est d'abord les critères d'éligibilité qu'il faille interroger. Comment a-t-on fait pour que les critères d'éligibilité ne soient pas flexibles? C'est la question. Ne soient pas flexibles de quel point de vue? Non, la flexibilité, c'est au niveau de ces critères d'éligibilité, de tout ce qui est parrainage et autres. D'accord? C'est là. Avez-vous l'impression que c'est pas flexible? Non, la flexibilité dont je parle. Comme ça, je demandais sous quel Oui, c'est en termes d'effectifs, de part et d'autre. Quand je prends par exemple, juste pour le cas le plus flagrant, 15% de parrainage et tout ça. Quand vous faites les calculs, c'est comme si l'un ne peut pas s'ouvrir vers l'autre. C'est-à-dire 15% pendant que les autres avaient 28. Donc, les 15% donnaient seulement ce qui est de l'autre côté. Oui, 28. Voilà. Donc, c'est là que je dis, le test a été trop rigide. Dans l'élaboration d'un test législatif, d'accord, qui va régir sur un comportement humain, on ne devrait pas, d'accord, être aussi rigide. Il faut une certaine flexibilité. C'est pour parler de la conséquence de la non-présence de l'opposition à travers l'absence de ce duo dont vous parlez au niveau des candidatures. D'accord. Donc, si déjà dans l'élaboration du test et qu'ils se sont retrouvés, chacun devait peut-être prendre du recul pour s'auto-évaluer. D'accord. Dans l'éligibilité, quels sont les critères que je remplis, quels sont les critères que je ne remplis pas, et lesquels vont nécessiter autour de moi une certaine ouverture, et dans quelles conditions doivent intervenir ces ouvertures. Donc, je pense que c'est des réflexions que chacun des acteurs, dans leur grande formation politique, devait mener
avant d'aller voter un tel test. Donc, un test... Avant ou même après. Bon, avant, oui, mais avant qu'un test ne vienne, bon, c'est eux qui connaissent toute la procédure. Mais du point de vue légistique, quand vous êtes des acteurs, vous prenez le test qui vient, parce que le test là ne venait pas d'eux. D'accord? Vous prenez du recul, vous faites une lecture plurielle du test, et quand vous finissez, comme c'est ça qui va régir les candidatures, vous devez être beaucoup plus rigoureux avec vous-même, exigeant, pour voir qu'est-ce que je concède, qu'est-ce que je ne veux pas concéder. Absolument. Parce qu'au-delà de tout, un test ne peut pas tout régler. Ça, je le dis, un test ne peut pas régler la vie sociale, encore moins politique. Non. Maintenant, qu'est-ce que je concède, qu'est-ce que je ne concède pas? Ça, c'est ce que j'appelle des attitudes de compromis. D'accord? Quand ce compromis est acquis, en termes de consensus, en termes de ceci, donc, chacun sait déjà à quoi s'en tenir pour la suite. D'accord? Donc, voilà un peu, je disais, que le test doit essayer d'avoir une certaine flexibilité pour qu'on ne soit pas trop rigide en nous-mêmes. Et encore moins aussi, parfois, que nos tests, je n'apprends rien à quelqu'un en termes de loi, en termes de droit. D'accord? Ce qui caractérise un test juridique, c'est son aspect impersonnel. Oui. Donc, voilà un peu les clarifications conceptuelles sur lesquelles je voudrais revenir pour que les uns et les autres puissent trouver un peu les sous-sorts de mon analyse. La flexibilité que vous indexez, serait-ce due à la loi ou due au comportement des acteurs, professeur? Oui, ce que j'ai l'habitude de dire, c'est là que je parlais de l'imprévisibilité du comportement humain. Premier élément. Deuxième élément, les acteurs eux-mêmes, connaissant, maîtrisant un peu l'enjeu et se surveillent, ça je pèse bien mes mots, devraient savoir quelles sont les attitudes à avoir. Ça, c'est le premier élément. Je ne suis membre d'aucune formation politique. Tout le monde me connaît, Kalice Ouele. Donc, c'est comment je m'y prépare. D'accord? Comme nous avons l'habitude de dire, nous, les sociologues, dans tout ce que vous voulez faire, on dit comment s'y prendre. Oui. C'est dans la démarche de comment s'y prendre que les acteurs devaient convoquer. Je convoque quelques rubriques, je convoque telle chose pour pouvoir me positionner. D'accord? Et je ne veux pas faire une analyse d'une donnée quand je ne dispose pas beaucoup plus. Et c'est difficile pour moi de faire une analyse conjecturelle. D'accord. Je ne fais pas référence aux réseaux sociaux, on dit tel, non. Mais tout ce qui est là à regretter, en ce sens que le jeu politique, dans sa diversité, doit être toujours cherché, être ouvert pour que toutes les sensibilités puissent se retrouver dans un jeu électoral. Ça fait partie des critères d'éligibilité, des critères non seulement d'éligibilité, mais des critères de légitimité, d'accord, d'un processus électoral, que ce soit en droit public, en sciences politiques et autres, d'accord. Mais cela aujourd'hui ne met personne. Ne met personne parce que la vie politique n'est pas aussi partagée qu'elle doit être. Les citoyens béninois ne viennent parler de jeux politiques pour la plupart quand il s'agit de vote. Oui. Le reste, c'est au niveau des partis politiques. Et au niveau des partis politiques, ça se passe aussi, jusqu'à preuve de contraire, mon nom c'est Kalice Ouele, ça se passe beaucoup plus sur des affinités. Vous voyez, l'ancrage voulu n'est pas encore, c'est un ancrage institutionnel. Mais l'ancrage voulu n'est pas encore un ancrage populaire. D'accord? Ça, tout le monde aujourd'hui, j'allais dire dans vos studios ici, je ne me trompe pas, il faut que, au terme de tout ça, que les universitaires et puis d'autres acteurs puissent écrire sur le processus électoral béninois, sur la réforme, sur le système partisan, où nous en sommes. Ça s'impose. Parce que moi, en tant que sociologue, partisan de Durkheim, qui nous apprenait, de qui nous avons appris, la primauté du groupe sur l'individu. Et ça, la vie politique de mon pays nous amène à comprendre qu'il n'y a plus la primauté. On peut concevoir à un moment T1 de notre existence qu'il n'y a plus la primauté du groupe sur l'individu. D'accord? Ça fait partie du jeu politique au Bénin et qu'on peut noter et puis peut-être questionner après, voir d'autres paramètres pour ne pas dire peut-être que ce n'est pas la conséquence d'un certain nombre de dysfonctionnements, c'est des questionnements. D'accord? Je pense que quand on aurait fini tout ça, il serait très bon que les acteurs politiques nous ouvrent leurs espaces pour que nous puissions envoyer nos apprenants
qu'on élabore un outil en bonne et due forme pour bien documenter tous ces moments que j'appelle des moments de dynamique, d'accord, qui sans doute, à moins que je me trompe, qui n'ont pas laissé des ressentis divers. Pour la présidentielle, nous avons deux duos en face, un de la majorité présidentielle et l'autre de l'opposition. Oui. Alors, docteur Kalis Wede, au vu de tout ce qui s'est passé, qu'on a rappelé d'ailleurs, qui nous a conduit à ces deux duos, en interrogeant, on va dire, l'analyse citoyenne, est-ce qu'on est sûr qu'elle est comprise ou que les citoyens ont bien compris comment on en est arrivé là? Et ils vont seulement exprimer des ressentis. Parce que vous n'avez pas réalisé une étude pour savoir aujourd'hui comment on en est arrivé là. Seuls les acteurs politiques sont capables de dire pourquoi sommes-nous arrivés là. Et c'est là leur responsabilité. Parce que pourquoi je le dis, vous êtes partis pour vous gérer la vie publique. La vie publique, on vous délègue. D'accord? Les citoyens vous délèguent leur pouvoir de représentativité, de diriger, et ce, dans un laps de temps. D'accord? Mais si vous venez sur la scène publique pour vous comporter comme cela se doit, bien vos comportements, si vous avez ce que je ne veux pas, si vous avez au moins ce souci de dire, mais qu'allons-nous dire? Qu'est-ce que nous allons à dire? Ce que j'appelle le recours à la redevabilité. D'accord? Est-ce que nous avons cet esprit de redevabilité en tant qu'acteurs politiques à ces citoyens qui m'ont accordé le suffrage? D'accord? Ce que moi, demain, on peut demander aujourd'hui au niveau des candidatures, on peut peut-être, il y a tellement de travaux, d'accord, qui vont permettre peut-être de comparer un peu le processus électoral dans deux séquences temporelles différentes, d'accord, pour que les acteurs puissent se prononcer et autres. Vous disiez que ce sont les acteurs qui et ils sont les seuls. Expliquer. Ils sont les seuls à expliquer le dysfonctionnement qui a conduit Justement, à cela. On a eu l'acteur principal, si je peux le dire comme ça, le chef de l'État, qui a expliqué, on va dire, et qui est même remonté dans le temps depuis 2019 à 2 jours, et qui a mis à nu, si vous voulez, tout ce qui s'est passé jusque-là. On a entendu des critiques de partout. Oui. D'autres ont d'ailleurs d'autres ont acquiescé ce qui a été dit. Voilà, par exemple, un état des lieux, on peut dire parfait, qui a été présenté à l'opinion publique. Bon, ça dépend de l'angle de celui qui analyse. Oui, bon. Vous savez, moi je remonte un peu aussi dans l'histoire. Dans l'histoire de 95. Puisque quand vous prenez 91, la plupart de ceux qui étaient aux élections présidentielles de 91, qui n'ont pas pu être élus, d'accord, se sont retrouvés au Parlement. La première législature, d'accord, ce qui a fait que la relation entre l'exécutif d'alors et le Parlement d'alors n'a pas été une relation saine, au-delà de tout ce qu'on peut dire. Premier élément. Deuxième élément, au fil des élections législatives, on a vu comment la relation entre les deux premières institutions de l'État ont eu parfois les conséquences d'une relation froide entre les deux premières personnalités d'alors et dans le temps. D'accord? Donc, ça fait partie aujourd'hui des choses, quand on l'évoque, moi, ça ne m'étonne guère. Parce que vous êtes des individus dans d'autres relations. Après, vous venez sur la scène politique de vos statuts, de vos positions. Je ne vais pas citer des noms pour ne pas. Mais pour ceux qui ont suivi la vie politique de 91, d'accord, jusqu'en 2015, ils peuvent se retrouver dans ce que je dis. Et là, selon les relations conflictuelles entre les uns et les autres, dans des régions, ça avait favorisé tout ce que j'avais parlé de la transhumance économique. Et c'était pas politique. J'avais parlé en son temps de la transhumance politique et économique et non politique. Parce que les gens qui étaient tel parti pendant qu'ils étaient élus au Parlement, après, quelques temps après, ils sont nommés au gouvernement, peut-être ils sont promis à des postes. D'accord? Donc voilà un peu, la vie politique béninoise avait beaucoup plus d'enjeux au-delà des questions de développement, mais beaucoup plus des enjeux, des intérêts. D'accord? Et ces intérêts, la plupart sont des intérêts économiques. D'accord? Et j'avais parlé en 99 de l'émission des opérateurs économiques dans la vie politique béninoise. J'avais parlé de ça en 99 dans un article que j'ai publié. Donc voilà un peu un certain nombre d'attitudes aujourd'hui
sur la scène politique au niveau des acteurs ne m'étonne que ça ne me surprend pas. Mais tout ce que ça c'est mon avis personnel, c'est qu'on puisse finir avec ça pour que la cohésion règne dans le pays, dans tous ses aspects, et que les questions de développement soient plus préoccupées que les autres. On reviendra aux questions de développement tout à l'heure. Oui. Finissons déjà sur le processus électoral en cours. Nous avons eu également les listes pour les communales. Vous avez vu les partis politiques qui sont en liste. Oui. Les législatives, pareil. Les partis politiques ont pu déposer leur dossier. On attend le verdict final de la Sénat. Il y a beaucoup qui pensent que les filtres électoraux sont des barrières à la participation politique. Ne participe-t-il pas, on va dire, à une certaine rationalisation de l'offre politique? Quand vous rentrez un peu dans ce que j'appelle l'homme politique et la vertu, cette posture, elle peut cultiver sur le continent africain. Oui. Parce que moi, je viens découvrir des hommes à des postes de responsabilité dans ce pays, sans qu'on le sache quelle a été son attitude dans le passé. Son attitude dans le passé ne peut pas être résumée par le casier judiciaire. Non. D'accord? Maintenant, quel est le répertoire dans lequel les acteurs politiques vont chercher ceux qui vont nous représenter? Je ne sais pas. Sous quel registre? Je ne sais pas. Donc, ça veut dire que l'élite politique béninoise, il y en a qui subviennent, il y en a qui se battent. Donc, il n'y a pas une trajectoire à travers laquelle cette élite peut faire l'objet d'une analyse. Il n'y a pas une trajectoire à partir de laquelle cette élite peut faire l'objet de suivi d'un regard. Qui il est? Comment il n'en est pas venu? Non. Non, quand je le dis en toute humilité. Peut-être une trajectoire type, il n'y en a pas, c'est cela. Oui, oui, parce que quand vous parlez du militantisme et que vous êtes dans des formations politiques, et cette formation politique joue sa fonction, la fonction qui lui est dévolue, former le citoyen, édifier le citoyen, et dire aux citoyens quel est le comportement qui est le sien une fois élu. Si tout cela est fait, je ne serais pas surpris de voir quelqu'un. D'accord? Donc, les gens seraient déjà préparés à travers leurs activités qui sont diffusées par les médias pour qu'ils puissent savoir que, je peux aller chercher son CV, je peux aller appréhender un peu sa trajectoire, de quoi est-il capable, de quoi cette personne est-elle capable. Non, il n'y a rien. Donc, je viens voir seulement le profil une fois que la personne soit positionnée à un poste de responsabilité d'élu ou bien de nommé. D'accord? Donc, nous avons beaucoup encore à faire pour que la culture de la vertu, la culture de la moralité, la culture de l'éthique puisse être devenue des valeurs sociales à partager, au-delà des valeurs politiques. Est-ce que vous voyez? Au-delà des valeurs politiques. Donc, voilà comment je dis, quel est le vivier dans lequel on va chercher. Ceux-là, ils ont reçu quelle formation? C'est vrai, je sais qu'il y a des programmes, et ça, ces programmes, c'est beaucoup plus au niveau des femmes, d'accord, que je connais ces programmes qui sont financés de l'extérieur. Mais jusqu'à preuve de contraire, je n'ai pas vu de façon publique, rendu public, d'accord, un programme de formation des acteurs politiques par les partis politiques. Je n'ai pas vu que ce soit publié ou bien diffusé, qu'ils puissent voir, bon, on a formé les jeunes sur comment il faut faire, ceci. Non. Je vois les gens, ils sont promus et puis je les écoute. Ce qui fait que le minimum de background qu'il faut pour être dans certaines sphères manque par rapport à leurs responsabilités. Mais est-ce que cela a été différent dans notre passé? Non, c'est là que j'ai parlé de l'émission des acteurs économiques dans la vie politique. J'avais parlé de ça. Et à un moment donné, ça a affecté ceux qui pouvaient au moins prétendre à certaines choses, puisque la campagne électorale avait un coût. Vous ne l'avez pas à l'extérieur, vous ne pouvez pas aller entretenir une campagne électorale dans mon pays. Bien sûr. Donc, seul l'homme politique qui a l'argent, d'accord, ça, tout en parlant aussi de ça, on avait connu la période où les transitaires, tous étaient sur des listes électorales, d'accord. Donc, on a connu pas mal de ces choses. Ce sont les ressources financières
qui pouvaient, susceptibles d'entretenir la campagne électorale dans une circonscription électorale qui était beaucoup plus des règles Absolument. à partir desquelles les présidents des partis politiques d'alors, qu'on m'apporte la preuve, le contraire de ce que je dis, positionnaient les gens, pendant que d'autres, étant à l'université militaire dans les partis politiques, ils n'ont jamais été positionnés. Mais on est là quand on vient voir un transitaire qui est positionné. Donc, l'histoire politique des uns des autres sur la scène publique béninoise sont des ressources à partir desquelles je suis en train d'opiner. D'accord? Donc, voilà, je ne jette pas de pied à personne. Bien sûr. Et je le dis, tous ceux qui me connaissent, je n'envie personne dans ma vie. Mais tout ce que je dis, si vous voulez accéder à des postes de responsabilité publique, que vous ayez un minimum d'accord pour être à ce poste. Alors, pour sortir donc de ce processus électoral et parler d'autre chose, vous avez peut-être eu le temps de consulter les listes qu'ont proposées ces formations politiques. La question est sur cette représentativité de la jeunesse et également des femmes sur ces différentes listes. Monsieur René, je sais que pour les femmes, vous vous en êtes occupé dans un passé passé. Oui. Alors, quand vous analysez un peu ces différentes listes, le jeunisme voulu, est-ce que nous avons atteint l'objectif, la femme, la représentativité de la femme, est-ce que cela a été une réalité ou ça reste toujours un défi? Oui, et je prends d'abord la gente féminine. Et je pense que c'est l'une des avancées de notre vie politique béninoise. Sinon, depuis là, on n'a jamais connu une dizaine de femmes au Parlement. Il a fallu la première révision de la Constitution qui a tenu compte de l'évolution de la société en intégrant cette posture que j'appelle la discrimination positive. C'est ça qui nous a permis d'avoir d'abord dans chaque circonscription une femme élue sur une liste uniquement féminine. D'accord? C'est ça que j'appelais de la discrimination positive. Maintenant, quelle est l'utilité, pour ne pas dire, quelle est la portée, quel a été le rôle de ces femmes, d'accord, pour la législation qui est terminée? Il revient à ces femmes elles-mêmes d'évaluer leur contribution à divers niveaux pour qu'on puisse dire on en a besoin. Oui, on en a toujours besoin. Parce que. À l'évaluation à votre niveau, vous? Non, moi je n'ai pas fait, non, je ne veux pas faire l'évaluation à leur niveau. J'ai eu la chance de rencontrer une ou deux, d'accord? Je ne vous ai pas senti. Non, je ne les ai pas sentis parce qu'elles devaient se démarquer du groupe des femmes, prendre d'assaut les 24 circonscriptions électorales, aller motiver d'autres femmes, ne pas attendre un programme qui puisse les financer. Non, c'est comme ça. Ah, nous sommes les pionnières bénéficiaires d'une telle initiative émanant de la modification de la constitution de notre pays pour qu'on puisse nous donner ce que j'appelle une discrimination positive. Allons nous faire connaître. Voilà, hier, ceci. Bon, ça n'a pas été fait. Donc, ça, je souhaite pour la prochaine mandature que les femmes qui vont venir puissent encore mieux faire. Parce que là, le risque les 24 étant déjà un acquis, quel sera le positionnement des personnes de cette féminine sur les listes mixtes? J'ai regardé pour la 6e circonscription électorale, d'accord, qui a connu une augmentation de l'effectif, d'accord, suite à la modification. Bon, les autres, je n'ai pas regardé. Non, j'ai regardé pour la 18e circonscription électorale, d'accord. J'ai regardé pêle-mêle un peu, mais je dis, il reste encore à faire. Il reste encore à faire parce que la personne de cette féminine n'est pas encore à l'abri de tout ce qui est difficulté au sein de la société. Quand on en vient aux jeunes, quand on me parle de jeunes, j'ai été jeune dans ce pays. Et mon engouement pour la chose publique, ceux qui m'ont connu à l'université et ailleurs savent. Mais ce que je dis, ça n'engage que Thalys Ourédé. Nous avons fait la culture de mentorat, la culture de parrainage. Et ça, chacun à son niveau pourra en faire une analyse. Parce que quand je vois les gens, il faut que les jeunes travaillent. Je le dis toujours, il faut que les jeunes travaillent. Ne pas être seulement, compétent, un garçon de course pour quelqu'un pour prétendre quelque chose. Ceux qui l'ont été, je ne les envie pas. Mais il faut que vous ayez une capacité susceptible de vous permettre de mobiliser des ressources. Si vous êtes bien compétent, on va vous appeler. Mais vous n'avez pas la compétence,
personne ne va vous appeler. Oui, parce que là, on est sur un chapitre politique Oui, et les partis politiques ont besoin de gagner. On comprend qu'on a envie d'un rajeunissement, oui. mais d'autant plus qu'on a encore élevé, on va dire, le seuil d'éligibilité pour Bien sûr lever que le oui. seuil. Oui. Ça va être compliqué de Non, voir. bon, moi, je pense que si vous avez des jeunes qui au-delà d'aller mobiliser l'électorat pour vous, de quoi sont-ils capables et à quelle échelle de notre dispositif organisationnel cela peut être positionné. Ça, c'est des analyses internes. Mais qu'on ne vienne pas utiliser le mot jeune pour mobiliser des gens, d'accord, à qui on ne donne rien après. Oui, ça, de 91 jusqu'à une date, je le dis, ça a été toujours des mots de mobilisation de ces jeunes et qui après ne sont pas positionnés. Maintenant, s'il y en a aujourd'hui qui sont positionnés sur les listes, je n'ai pas bien scruté toutes les listes des choses là, puisque je sors d'une activité intense là. Je n'ai pas positionné, je n'ai pas regardé les listes de tous les partis politiques pour savoir qui est jeune, qui n'est pas jeune. Voilà, ça je ne l'ai pas fait. Mais la plupart des formations politiques mises sur ce que j'appelle les femmes, surtout les femmes de nos marchés, d'accord? Et puis mises sur les jeunes. Et ces jeunes, ce n'est pas tout de façon volontaire, parce que c'est toujours par affinité. Si j'ai tel qui peut m'appeler, moi je peux appeler tel. Donc, personne ne vient pour la plupart, d'accord, de façon spontanée pour se positionner. La belle preuve, et tous les partis politiques n'ont pas des démembrements sur toute l'étendue du territoire. Je ne parle pas dans les grands départements, je parle de l'arrondissement d'abord. Est-ce que vous voyez? Donc, pour que les gens puissent s'intéresser à des activités qui sont menées, je viens, puis c'est fini, c'est pas là. Parce que si les gens veulent avoir une trajectoire, il faut que la trajectoire commence par le niveau local. D'accord? Du niveau local, il saura comment maîtriser ceci, comment comprendre les droits des uns et des autres, comment défendre une cause publique, comment défendre ceci. Ce qui fait que quand je prends les acteurs politiques, surtout les députés et autres de mon pays, père à son âme, quelqu'un qui m'avait séduit dans sa vie, et politique ici, dans ce pays, Paul Dossou. D'accord? Nous, on était jeunes étudiants en ce moment qui décortiquaient un budget. D'accord? Qui décortiquaient un budget. Depuis, je ne vois pas que quelqu'un puisse se positionner, que ce soit de la mouvance de jour-là, qui puisse bien expliquer un budget dans son contenu et critiquer un budget. D'accord? Combien de ces députés ont une idée un peu quelle est la situation sociale, d'accord, des agents de l'État? Combien de ces députés maîtrisent le droit social? En ce sens que, quelle est la situation du personnel du secteur privé? Il y a des choses. D'accord? Donc, quand les gens prennent la parole, c'est comment se positionner. Les questions, ce qui est là, qui est une évidence, que tout le monde peut dire, ça, vous devez aller au-delà. D'accord? Quelle est la situation dans telle zone en termes d'infrastructures sanitaires et de personnel médical? Quand je prends telle zone, quel est le profit du corps enseignant dans le milieu public? D'accord? Quelles sont les infrastructures? Je pense que c'est sur ça que les jeunes futurs acteurs politiques de nos différentes formations politiques et élus demain, je vois qu'ils ne commencent pas à se positionner sur ça. Là, le vote hier qui était vote ethnique, vote régional, vote territorial, puisse au moins jouer sur le vote du développement. Est-ce que vous voyez? C'est ça qu'il nous faut. Il y a des thèses sur ça, hein? D'accord? Mais est-ce qu'on a travaillé pour qu'une liste qu'on vient présenter, quelles sont les offres politiques? Quelles sont les offres politiques? Il faut que ceux qui vont porter les listes puissent être réalistes. Il faut qu'on commence par travailler pour que le vote ne soit ce sont des élections de proximité. Oui, mais même si c'est de proximité, quand celui qui est là, quel est son niveau de proximité sociale? C'est ça. Quel est son niveau? Ne venez pas bénéficier d'un statut et vous avez une distance sociale avec la population. Donc, quel est le niveau de proximité sociale? Et ce niveau de proximité sociale ne peut être explicite que par votre sens d'intégration, de compréhension du rôle, d'accord, d'une action publique, du rôle d'une responsabilité publique. Combien le savent? Et combien cherchent à savoir? Puisque c'est l'échelle de référence aujourd'hui, et ce n'est que quoi? Le luxe, l'argent et l'univers dans lequel vous êtes positionné. Donc, il faut que ces acteurs puissent être édifiés sur cette petite question
pour permettre d'avoir vraiment une démocratie qui se veut constructive et de développement. Bientôt, les acteurs donc vont investir le terrain pour la campagne électorale. La bataille se fera sur le terrain en Suisse là. Oui. Faut que je vous rappeler là-dessus. Mais passons, si vous le voulez bien, Bien. au cœur même de nos échanges de ce matin, Oui. on va dire les réformes institutionnelles. Oui. Depuis quelques heures, les acteurs de la majorité parlementaire avec le gouvernement sont dans les arrondissements pour, on va dire, vulgariser les amendements apportés au test de loi avant la promulgation. Depuis que ce test a été proposé, ou les amendements ont été proposés, jusqu'à l'adoption, Monsieur Redé, on a vu une sorte de levée de bouclier pour presque remettre en cause la légitimité de ces députés pour faire des amendements aussi profonds. Pourtant, nous sommes dans un régime représentatif. Alors, comprenez-vous cette posture qui parle, certains citoyens évidemment, d'abus de pouvoir de ces représentants alors qu'on leur a donné un mandat qu'ils exercent simplement? Oui, vous savez, la question des délégations de pouvoir, c'est une question délicate. Parce que la limitation dans le contenu n'est pas faite. Non, je vous donne libre mandat, je vous ai élu, d'accord, j'ai voté pour vous, vous avez eu cette légitimité et vous avez eu cette légalité, d'accord, de nous représenter dans un temps, d'accord. Tout ne peut pas être dit et tout ne peut pas être prévu, mais c'est l'enjeu de la chose qui peut susciter cette question que vous venez de poser. Le test en question a prévu les conditions de sa révision. Oui. Et le mandat représentatif, on connaît également la proportion de ce mandat-là. Oui. Alors, comment comprendre cette perception? C'était la question. Oui, bon, vous savez, moi, la perception, en tant que sociologue, il faut interroger les gens sur ce point. Mais si c'est leur ressenti, le ressenti doit être variable, selon les positions des uns des autres, selon le niveau de compréhension, d'accord? Et je pense que je vais m'arrêter sur ces deux variables principales pour le dire. C'est vrai, la modification, elle est intervenue, c'est pour intégrer d'autres nouvelles préoccupations. Je pense qu'à la matière de ce que j'ai gardé, le plus, à travers les médias, parce que je n'ai pas tout lu, c'est l'avènement d'une nouvelle institution, d'accord, de ceux-là qui ont connu, qui ont géré le pouvoir à travers les meilleures institutions du point de vue hiérarchique. Premier élément. Deuxième élément, de prolongement du mandat de 5 à 7 ans. D'accord? Et puis, de la trêve. Je pense que c'est les trois. Bon, ces trois, vous les prenez, si vous voulez avoir les réactions de la population aux uns par rapport à chacune de ces institutions, les avis ne seront pas les mêmes. Et les motifs non plus. D'accord? Mais il fallait peut-être prendre des différents d'emploi, procéder à un croisement, comme on le dit, et puis une triangulation pour faire sortir une tendance. On n'en est pas là. C'était une recherche empirique. Mais je ne peux pas dire que cette perception, de façon complètement péremptoire, qu'elle est négative. Elle est d'abord à accepter qu'elle est dans une poursuite diversifiée. D'accord? Diversifiée. En ce sens que pour certains qui l'ont éprouvé, mais pour d'autres qui ont évoqué ce pan de votre intervention, qu'est un abus. D'accord? De ce prolongement sans qu'il ne soit consulté. Bon, ça fait partie de ce que j'appelle les limites, d'accord, de convoquer un référendum. D'accord? C'est ce que je peux dire, ça intervient dans le cadre des limites de convoquer un référendum. Et deuxième chose, le climat, pour certains, le climat, pour justifier un peu de ce que j'ai écouté, c'est que bon, le mandat, ça veut dire que nous sommes à la fin de mandature, donc ça ne remet pas en cause le mandat en cours. Mais j'ai interrogé un peu l'histoire, ça a eu lieu plus dans le passé, dans les années 90 et 87 dans certains pays. Mais c'est le dernier élément qui est le Sénat que, par exemple, je prends le cas du Sénégal qui en a connu, qui en a
également aussi enlevé parce que quand l'opposition est venue aux affaires, a supprimé cela. Donc, tout ce que je veux, c'est que tout ce que nous mettons en place puisse être dans une durabilité. Et la durabilité ne peut intervenir que si tous les acteurs qui ont ce pouvoir de pouvoir légiférer à ce niveau puissent s'entendre et voir comment s'il y en est. Pour que demain, quelqu'un ne vienne pas encore remettre, pour qu'on soit dans un cycle, d'accord, de remise en cause et pas des ressentis, pas des expressions que je ne veux pas utiliser sur votre plateau, d'accord, que on ne vienne pas se faire des règlements de compte à travers nos institutions. Je pense que c'est le mot le plus convenable que je puisse utiliser. À travers cette loi constitutionnelle, nous avons, on va dire, un allongement de mandat présidentiel, parlementaire et également des membres des conseils communaux. Là, je vais interroger le citoyen que vous êtes, votre analyse de cette modification qui a été faite sur notre quinquennat qui passe désormais à un septennat. Oui, bon, moi je dis 2 ans qui s'ajoutent. 2 ans, est-ce que les 2 ans qui s'ajoutent par rapport à ce que j'ai écouté vont nous permettre de régler quelque chose? Si ça va nous permettre de régler quelque chose, tant mieux. Mais le risque qui est là, c'est que nous allions tous les mandats sur un septennat. D'accord? Je pense qu'il y a des choses sur lesquelles le test en lui-même ne peut pas tout régler. D'accord? Le test en lui-même ne peut pas tout régler. Et le souhait reste que cela ne porte pas préjudice à tout ce qui est qualité d'une démocratie, qui se veut une démocratie ouverte, une démocratie inclusive. L'allongement a-t-il un impact sur parce que la qualité de la démocratie? Ah, bien sûr, parce que quand vous prenez sur un septennat, d'accord, de 5 à 7 ans que vous restez, et avec le prolongement de cela, certains seront exclus avec le temps. Comment? Ah, bien sûr, parce que nous avons des critères d'éligibilité. Et parmi ces critères d'éligibilité se trouve quoi? Se trouve le critère démographique. Ah oui, ça c'est une analyse que personne n'a. Mais bon, peut-être que tout le monde ne voit pas. Parce que à 70 ans, je ne peux plus être candidat aux élections présidentielles. Oui. Rien. Si l'université est 5 ans, je peux être élu à moins de 70 ans, d'accord, et être là. Mais si déjà, c'est quand c'était un quinquennat, que je me retrouvais à 68 ans, mais si le septennat venait, je suis exclu. Oui, mais exclu, tout doit rester sélective. Oui, mais en toute proportion. Non, je sais. Non, je sais. Oui. Et ça veut pas, tout ce qui a été test écrit reste toujours quelque chose sélectif et exclusif. Mais quel est le taux et la prépondérance? C'est là mon intervention. Parce que, oui, c'est le taux et la prépondérance. C'est tout. C'est là qu'il faut faire. Par exemple, je reviens, ça, tout le monde le sait. D'accord? Quand on limitait les trucs de 70 ans, c'est par rapport à nos anciens présidents d'alors qui étaient là. D'accord? Et au fil du temps, ceux qui étaient régulièrement candidats avec les 70 ans sont exclus. D'accord? D'autres étaient même venus à 68 ans pour pouvoir être candidats. D'accord? Mais si c'était quinquennat 68, comme je l'ai dit, il restait 2 ans, vous n'êtes plus éligible. D'accord? Donc, c'est aussi une manière, je dis, de réduire, d'accord, de réduire davantage ce que j'appelle les expressions, qu'on le veuille ou non, les expressions des uns et des autres dans le temps. En défendant cet allongement de mandat, les initiateurs de cette proposition parlent du besoin de temps pour s'occuper réellement des priorités de l'heure afin d'atteindre le développement voulu. Est-ce que cet argument s'entend, selon vous? Moi, je suis sociologue. La vie d'une institution ne peut pas être réduite à un individu. D'accord? Donc, la vie d'une institution ne peut pas être réduite à un individu. L'individu est mortel, mais l'institution n'est pas mortelle. Donc, il y a des variables sur lesquelles je ne peux pas me positionner de la même manière que tout le monde. Bon, maintenant, si c'est sur motif de développement, bon, ce motif de développement, tout le monde le sait, sauf la parentèle du premier président de l'ère au niveau démocratique,
tout le monde qui vient, personne n'a fait, complétons, un seul mandat. D'accord? Parce que la quête du second mandat vient pour qu'on puisse au moins laisser quelque chose dans, complétons, dans le patrimoine de l'État. D'accord? Mandat de 10 ans, d'accord? Renouvelable une seule fois, c'est bien. Maintenant, 5 ans renouvelables une fois dans le passé. Maintenant, si on en arrive à ajouter 2 ans de plus, la question qui est là, que nous allons tous nous poser dans le temps, d'accord? C'est ces 2 ans-là, ça nous a apporté quoi? Il faut qu'on évalue tout le mal de mon pays. Ici, il y a certaines choses qui ne font pas l'objet d'évaluation. Cette évaluation, ce n'est pas au niveau seulement des infrastructures, mais il faut l'évaluer à travers l'opinion publique. Que l'État arrive, bien des institutions de l'État, telles que le Parlement et autres, arrivent à commenter des études, d'accord, sociologiques sur le pays, pour pouvoir faire que de toujours attendre les fondations, que les gens viennent d'ailleurs commenter des études et tout ça. Donc, on peut faire ça pour l'évaluer. Les 2 ans là, de plus, qu'est-ce que ça peut faire? Je prends l'exemple des maires qui ont fait 6 ans. D'accord? Qui ont fait 6 ans, d'accord? Qui ont eu un bonus d'1 an. Dans le passé, d'accord? En 2015, ils ont eu un bonus. D'accord. Ces bonus nous ont apporté quoi? Dans nos localités respectives. La continuité peut-être des projets en cours? Non, bon, je ne parle pas de l'exécutif. Je parle de ce niveau de décentralisation. Même le niveau de décentralisation a, c'est là, je dis, des programmes. Par exemple, ça, vous prenez une commune comme Abomey-Calavi, les questions de lotissement ne sont pas terminées. Et c'est une commune, aujourd'hui, c'est la première commune la plus peuplée. D'accord? Donc, les questions de lotissement sont terminées. Les stades du lieu qui sont terminés depuis. Les recasements, tout cela, c'est encore des choses. C'est vrai que c'est l'exécutif qui a dit qu'il faut mettre fin pour pouvoir comprendre un peu cette chose. Mais les gens s'installent davantage. Allez un peu à l'intérieur du pays, les gens s'installent. Puisque avec ce que j'appelle les rapprochements des localités, à travers les routes qui se développent, les gens ont envie d'être dans leur domicile. D'accord? Donc, c'est comme ça que moi, je pense que nos élus, demain, vont peut-être prendre ce que j'appelle ce rallongement-là à profit pour dire, bon, qu'allons-nous apporter de plus pour que, au terme du processus, que tout le monde se sente beaucoup plus satisfait. Je pense que c'est là le gain de la chose. Mais je sais, au niveau individuel, ça ne sert à rien de pouvoir penser à un individu. Non. Je ne pense pas que ça soit leur première intention. Mais je veux autant qu'ils sont... C'est d'abord le Bénin. La première intention, c'est le Bénin. Développé, prospère. Prospère, oui, parce que il faudrait que nous puissions avoir ce que j'appelle des atouts de l'attraction de notre pays. D'accord? Les atouts de l'attraction de notre pays, ce qui est fait, qu'est-ce qu'il reste à faire pour qu'on puisse prendre un autre chantier. D'accord? Quels sont les chantiers à prendre après les élections présidentielles de 2026? D'accord? Ceux qui sont là, ceux qui vont venir, d'accord? Qui va venir, tout ça, pour qu'on puisse au moins documenter et voir qu'est-ce qu'il nous reste. En venant ici, j'ai vu que autour de votre lieu, il y a un aménagement, d'accord, qui fait jonction avec la proximité que nous avons avec la mer ici. Ça, c'est déjà au moins quelque chose. Je veux quand même qu'il en soit ainsi un peu partout. Et ça, c'est un. Et que aussi le personnel de l'État dans sa diversité, que demain, quelqu'un puisse un peu penser à ça, dans sa diversité. Je dis le personnel de l'État dans sa diversité, qu'on puisse voir quels sont les endroits où il y a des poches de discrimination, quels sont les poches où il y a eu ce que j'appelle de l'insécurité sociale. Donc, il y a beaucoup de choses à faire dans ce pays. D'accord? N'en parlons pas des infrastructures au niveau de nos lieux de formation. D'accord? On en a besoin puisque le Bénin continue d'avoir un taux de fécondité élevé dans la sous-région. Pour atteindre les objectifs, dans le texte de loi, on a proposé une trêve, que d'ailleurs tout le monde critique, en tout cas beaucoup de personnes critiquent. Oui. Parce que la trêve parle de prohibition de l'animation politique à finalité compétitive et électorale dès la proclamation définitive de l'élection du président de la République jusqu'à 12 mois de la fin de son mandat. Alors moi, ma question, c'est de savoir si la trêve elle-même n'est pas une manière peut-être
sanctuariser le temps de l'action publique et la construction nationale en permettant aux différents acteurs de se recentrer sur l'intérêt général. Oui, je prends votre dernière phrase, recentrer sur l'intérêt général. Je pense que c'est ce qui va qui devrait, d'accord, animer les acteurs. Mais c'est là j'ai pris la curiosité d'aller lire, parce que si je prends une définition classique, quand on parle de trait politique, c'est que ça se pose à toute expression, d'accord, d'opinions diverses par rapport à ce temps. Je pense que nous n'en sommes pas là, d'accord. Donc, il y a ce que j'appelle une contextualisation. Il y a ce qu'il appelle une clarification conceptuelle, une délimitation. D'accord? C'est cette délimitation qui a été faite où la trêve a identifié des acteurs, la trêve a défini la matière sur laquelle se porte la trêve. La trêve a identifié également le contenu. Et enfin, le pacte entre les acteurs concernés. Et tout cela est chapeauté par une institution, oui, qui est celle qu'on a introduite. D'accord, dans le Sénat. Donc, je pense que c'est largement, a priori, hein, c'est largement bien pensé. D'accord. Maintenant, quel sera le comportement des uns des autres? Premier élément. Quelle sera la compréhension des uns des autres? Deuxième élément. Et troisième élément, quel sera le fonctionnement? Ce sont ces trois éléments-là qui vont nous permettre de disposer un bon moment pour que tout le monde puisse travailler. D'accord? Parce que si je prends ça, ce n'est pas que je justifie, mais je rentre un peu dans l'histoire, qu'on n'oublie pas un peu. Pendant qu'on était dans le cycle électoral pluriel, d'accord, dès que quelqu'un quitte tel parti, bien il quitte le gouvernement, puisqu'il a été éjecté du gouvernement, bon, il est déjà sur le terrain, d'accord. On a vécu ces moments-là, d'accord. Ce n'est pas parce que il faut que moi, c'est pas que chaque fois je interroge l'histoire politique. J'interroge l'histoire électorale, j'interroge l'histoire constitutionnelle de notre pays pour pouvoir me positionner. Parce qu'un sociologue ne vient pas parler en l'air, mais il faut qu'il trouve des ancrages chaque fois pour tout ce qu'il dit, pour que les acteurs puissent comprendre. D'accord? On ne peut que s'améliorer. Mais cette amélioration nécessite un minimum de comportement et de sacrifice de part et des autres. Et encore moins au niveau de ceux qui ont la responsabilité, ceux à qui la population à conférer leur responsabilité à travers le vote. Donc, quand vous êtes un élu, vous avez plus de responsabilité que quelqu'un qui est nommé. D'accord? Mais ici, le niveau d'analphabétisme et la pauvreté aidant, d'accord, justifie que nous n'avons pas cette posture de sanction de nos élus. Oui, c'est ça. Et nos questions électorales s'invitent beaucoup plus dans des questions d'insultes, dans des questions familiales, dans des questions de variables que je ne veux pas voir. Je voudrais que nos questions électorales soient exclues, d'accord, de toutes ces considérations et que soient entrées sur des questions de l'intérêt public et de développement, et non de l'acteur que j'ai devant moi. D'accord? Donc, je pense que c'est ce qu'on va essayer de souhaiter davantage pour ce pays qui m'a vu naître. En répondant tout à l'heure, vous avez dit que vous êtes allé lire le contenu commun à la trêve. Oui, oui. Parce que tout de suite, quand vous entendez trêve politique, oui, c'est cessation du tout. Ouais, non, alors, dans l'opinion, on se demande si on lit réellement le contenu qu'on donne à cette heure, parce qu'on a entendu beaucoup de voix qui se sont élevées parlant d'une certaine volonté de musellement de l'opposition. Serait-ce finalement une mauvaise lecture? Non, je ne dirais pas une mauvaise lecture, c'est le niveau de compréhension des uns des autres qui justifie le reste. Et moi, je ne suis pas un homme d'émotion. Oui, parce qu'il faut faire beaucoup attention. Les émotions dans les analyses, ça fait partie aussi des choses qui portent atteinte à l'objectivité. D'accord? Je ne suis pas un homme d'émotion, je prends du recul, parce que ça s'impose à moi, en tant que ce que je suis, de prendre du recul, de faire la meilleure lecture du contenu et de la comprendre. C'est pour ça que j'ai dit que la trêve a fait sa définition, à délimiter le champ temporel, à délimiter la matière, à définir également les acteurs concernés. Et tous ces acteurs doivent être, tout ce qui est fait là, c'est chapeauté par le Sénat. Le Sénat, on connaît déjà la composition, sauf que les deux premières personnalités de mon pays, à savoir le président de la République et le président de l'Assemblée, c'est eux qui vont nommer les autres. Mais quels sont les critères que les autres doivent remplir? Rien n'est dit pour le moment, à moins que je n'ai pas lu tout le document. Tant que tout n'est pas encore sorti, parce que c'est des choses que j'ai lues sur le net,
D'accord? Donc, mais je fais foi à cette séquence. Quand tout va être lu et bien compris, je pense que c'est déjà très bien. Et c'est peut-être là, pour corriger la mauvaise compréhension que les acteurs de la majorité présidentielle, parlementaire, également le gouvernement, investissent actuellement le terrain pour expliquer le contenu de cette loi constitutionnelle, une action vraiment utile. Le niveau d'information de la chose politique dans le pays n'est pas univoque, premier élément, pour des raisons, entre autres, le niveau de connaissance, le niveau d'accessibilité de la meilleure information. Est-ce que vous voyez? Et qui sont les relais également de ça aussi. Il y a des, je ne veux pas qualifier les relais, d'accord? Donc, voilà. Et ils en sont conscients parce que nous avons joué telle partition qui a laissé d'écho pour une source qui est la source que j'appelle la source originelle et la source institutionnelle, la source d'encadrement, d'accord, et d'organisation de notre État, le Bénin. Il est important puisqu'on est à la veille des élections, d'accord, que tout le monde soit informé, encore moins leur électorat, leur base, d'accord. Si base il y en a, c'est une base qui n'est pas statique, elle est dynamique dans les deux sens. Donc, je pense que le motif d'une communication sociale à cet effet, d'accord, ne manque pas d'intérêt pour ces acteurs et encore moins pour la population, quitte à comprendre les enjeux de la chose et autres. Alors, vous parliez tout à l'heure du Sénat qui a été instauré. Alors, diriez-vous, Monsieur Ruedo, que ça reste, ce Sénat-là, dans sa forme actuelle, une avancée nécessaire pour prémunir le Bénin, peut-être contre, on va dire, les dérives qui t'a imposé une certaine discipline aux acteurs politiques en considérant ce pouvoir attribué au Sénat de pouvoir réguler le fonctionnement, si je peux le dire, des acteurs politiques. Bon, le comportement. Oui, bon, j'ai écouté les uns les autres sur ce point de la chose. Je remonte toujours à l'histoire au Bénin. Je pense que quand on avait fait après la conférence et quand on a mis en place le poste de Premier ministre et tout ça, et après le ACR qui était là, le Haut Conseil de la République, composé d'un certain nombre qui jouait le rôle législatif. Après les élections, je pense que le premier parlement de ce pays a été installé par Monseigneur Isidore de Souza, est-ce que je me trompe? D'accord? Ils sont restés. Et ils sont restés en attendant que la Cour constitutionnelle soit mise en place. D'accord? Et on ne va pas revenir dans l'histoire également. Donc, ils jouaient déjà ce rôle de tampon. D'accord? Monseigneur paix à son âme et à tous ceux qui ont travaillé paix à leurs âmes. Et ils jouaient ce rôle déjà de tampon. Mais le rôle ici, après une analyse comparative du contenu, ici, le rôle est prépondérant, d'accord, avec beaucoup d'acteurs. Donc, voilà ce que je peux dire, c'est là. Maintenant, les acteurs avec la fonction sociale qui est donnée, la fonction sociale qui est donnée a été mentionnée éminemment politique. Maintenant, la question que moi je me pose, où je fais la démarcation des questions politiques, où je fais la démarcation des questions non politiques. Puisque toutes nos institutions doivent se comporter sur la base, bien que ce soient des institutions politiques, non de la matière que des questions de droit. D'accord? Non de la matière que des questions de droit. Le juge constitutionnel, tout le reste que vous connaissez, législatif et tout ceci. Bon, est-ce qu'il n'y aura pas ce que j'appelle de chevauchement? Est-ce qu'il n'y aura pas ce que j'appelle conflit d'attribution? D'accord? Je ne peux qu'attendre à l'épreuve du temps, à l'épreuve des faits, pour voir. Sur le temps, on fait la démarcation. D'accord? Ce que j'ai gardé, c'est les questions de loi, des lois où le Sénat peut demander une deuxième lecture. J'ai vu un peu tout ça là. Bon, pour le reste, qui va être un peu ce qu'il y appelle c'est pas, non, il y a des mots qu'il faut bien utiliser, des polémiques, d'accord? Le Sénat, vu les acteurs sur certaines choses, peut demander aux acteurs de s'apaiser et puis de trouver un climat. L'essentiel que notre climat politique soit un climat politique social apaisé. Et puis, voilà, ce que je pense que c'est ce qui est attendu beaucoup plus. Et je pense que les acteurs qui sont encore là,
d'accord, qui ont connu tout ce qu'ils ont connu, d'accord. Je prends les anciens présidents du Parlement, je prends les deux premiers que l'histoire de l'ère renouveau démocratique a connu, ils sont édifiés, d'accord, pour venir jouer ce qui est de leur responsabilité à conseiller, à faire le reste, parce que, à moins que je me trompe, ce sont les deux sont les plus âgés, d'accord, à venir pour que les autres puissent aussi les accompagner et comprendre si cela venait à être opérationnalisé. Et ça doit être opérationnalisé, d'accord, parce que je pense qu'il reste seulement la promulgation. Je pense que c'est fini, sauf cataclysme. Je ne pense pas qu'il y ait cataclysme. Sauf s'il y a une demande de seconde relecture, bah, enfin. Bon, vous savez, bon, on n'est pas dans l'ailleurs du pouvoir, parce qu'il y a l'ailleurs du pouvoir. Ça, je le dis à tout le monde, partout où je passe, il y a l'ailleurs du pouvoir, sauf que je ne suis pas dans l'ailleurs du pouvoir et je n'ai pas de ramification de l'ailleurs du pouvoir, d'accord? Je pense que tout ce qui a souhaité que les acteurs qui vont jouer les différents rôles évoluent à eux, par l'État, par la société, que les acteurs comprennent la fonction et qu'ils se donnent les armes requises pour jouer leurs responsabilités pour qu'il n'y ait pas de dysfonctionnement en son temps, que la cohésion sociale soit toujours entretenue pour le bonheur des citoyens. Parce que dans ça, tous les citoyens ne sont pas positionnés de la même manière. Et ça, quand vous allez sur le terrain, moi je suis sociologue, je suis un homme de terrain, d'accord, il y a encore des zones, d'accord, qui peuvent encore se demander si nous sommes dans le pays, d'accord. Donc, je pense que il faut que ces endroits-là puissent être des endroits documentés par les préfets. J'étais au dernier colloque COSO, j'ai évoqué ce que je dois évoquer, d'accord, à travers le colloque COSO, j'ai dit ce que je dois dire. Donc, que ces zones fassent l'objet d'une cartographie de tels besoins, et qu'on puisse remonter ça. Là, il faut remonter pour que les prochains candidats aux élections présidentielles puissent documenter ces réalités et nous élaborer une politique publique inclusive. Alors, avec ces modifications qui ont été apportées, serait-ce une bonne lecture que de dire que cette réforme constitutionnelle vient répondre à cette demande sociale d'efficacité du développement? Non, est-ce qu'il y a une demande dans la matière? Ce sont les acteurs qui ont la responsabilité, qui veulent se donner du temps pour atteindre des objectifs. Il n'y a pas une demande. La demande sociale qui est là par rapport à tout, c'est que la population a besoin de ce qu'il appelle les services sociaux. Donc, c'est une demande. Oui, mais ici... Il faut du temps pour atteindre ces objectifs. Oui. Et ça, ce sont les acteurs qui auront cette responsabilité, qui sont à la demande du temps. Ça, c'est eux qui sont à la demande du temps. Le temps me permettra peut-être de ficeler telle chose, de ficeler telle chose. La population n'est pas demandeuse du temps, mais en réalité d'un contenu. Est-ce que vous voyez? C'est là que je dis... La demande là, la préoccupation est beaucoup plus des acteurs qui auront la responsabilité de gérer, qui se donnent ce temps pour pouvoir parfaire un certain nombre de choses. D'accord, peut-être que je vais demander des accords, je vais demander des financements, il faut que ça vienne d'abord au Parlement. Je pense que au niveau de cette mandature, un travail en la matière a été fait. D'accord, les accords sont déjà faits par le Parlement, sont déjà faits par l'exécutif. On va ratifier. Voilà, avant de ratifier. Donc, il n'y a pas encore une demande préalable. D'accord? Ça, c'est aussi un élément qu'il faut saluer, qui vise à nous permettre d'atteindre les objectifs. D'accord? Mais quant à l'efficacité, il faut avoir du temps et pouvoir l'apprécier à sa juste valeur. Alors, je pense que c'est l'élément le plus important sur lequel, moi, je voudrais que tous les acteurs politiques, et ceux qui sont nommés, et ceux qui ne sont pas nommés, ceux qui sont à des divers postes de responsabilité, que chacun puisse jouer sa partition pour le bonheur du peuple. Parce que pour nous, nous sommes tous mortels, mais la nation qui nous a vu naître reste une nation qui est atemporelle. D'accord? Donc, si on regarde tout ça, on peut oublier un peu les questions d'ego des uns des autres, les questions de, je ne sais pas, je préfère utiliser seulement le mot égo pour ne pas trop... Avant de partir, le test également
prévoit la perte du mandat de l'élu qui démissionne de son parti politique. Vous vous inquiétez tout à l'heure, Oui. parce que c'est une inquiétude. En tout cas, vous avez convoqué tout à l'heure la transhumance. Économique. Vous parlez J'ai parlé de cette transhumance fois-ci, économique. c'est la transhumance politique, Oui. la dynamique. Vous avez parlé de morale, éthique, etc. Voilà, le législateur a décidé de constitutionnaliser cette perte de mandat de l'élu qui quitte son parti. Un assainissement nécessaire. Oui, je vous rejoins à cet assainissement. Je pense qu'il y aura une discipline. Quand vous interrogez l'histoire politique et constitutionnelle de mon pays, les tout premiers qui ont fait l'objet de transhumance, je pense que les institutions étaient saisies, d'accord, et les gens viennent, non, je ne réponds plus du parti. Par conséquent, mon acte que je pose ne dépend plus du parti. On a connu, les gens ont fait cette transhumance dans ce pays, qui sont allés créer des partis politiques au lendemain pour prétendre et tout ça. Beaucoup d'entre eux sont aujourd'hui décédés, paix à leurs âmes. D'accord? Je pense que ça a été ce que j'appelle, c'est le dysfonctionnement de ce qu'on a fait jusque-là. D'accord? Qu'on veut corriger en allant mettre cela pour mettre fin. D'accord? Sinon, si on ne mettait pas fin à travers cet axe, ça veut dire que ça va être l'une des lacunes de nos réformes politiques en matière des formations politiques. Et là, je l'ai dit sur vos plateaux ici, au lendemain des élections de 2020, d'accord, les élections communales 2020, je vous disais, le critère d'éligibilité dans ce moment pour avoir accès, c'était 10%, d'accord, et certains avaient tellement eu des voix dans leur localité et autres, mais qui n'ont pas pu disposer des arrondissements ni des mairies. Aujourd'hui, tous ceux-là ont jugé utile pour leur vie politique d'aller se mettre dans les partis politiques qui ont cette capacité de pouvoir leur permettre de disposer. Vous avez vu tout ce qui s'est passé ces dernières années, pour ne pas ces derniers jours même, d'accord? Donc, c'est ça que j'appelle, les gens ont compris la réalité. Et je pense que d'ici, quand on va finir ça, on aura encore un autre assainissement. Oui, on aura un autre assainissement. Moi, je pense que la vie politique béninoise va de plus en plus être assainie. Mais je veux que cet assainissement ne soit pas seulement au niveau des partis politiques, mais cet assainissement intègre aussi la question de valeur, de morale, de l'éthique, d'accord, pour que les générations qui vont venir puissent savoir que vraiment il faut bien se comporter, il faut bien se comporter. Ça, c'est très important parce que nous sommes dans la grande sphère, et la grande sphère ici, c'est l'État, d'accord. Je pense que c'est très important pour que la nouvelle génération politique puisse disposer d'un minimum d'éthique. Donc, un assainissement nécessaire. Et ça s'impose. Parce que hier, je vous le disais que laissez les choses, il y a ce qu'il appelle la sélection naturelle. D'accord? C'est la sélection naturelle que nous avons eue dessus des élections passées à aujourd'hui. D'accord? Et elle va continuer du moment où les critères d'éligibilité connaissent ce que j'appelle une dynamique. Et la dynamique de ces critères d'éligibilité, ce sont des critères qui sont corsés. Est-ce que vous voyez? C'est 20% dans les circonscriptions. D'accord? 20% dans les circonscriptions, ce n'est pas qu'au niveau des partis politiques. Et je dis, les circonscriptions électorales n'ont pas le même poids électoral. Oui, d'accord? Et le comportement électoral, c'est un comportement humain. Il y a beaucoup de déterminants. D'accord? La désaffiliation peut intervenir à cause du temps. Donc, je pense que à l'épreuve des faits, quand on va finir, nos institutions en la matière vont pouvoir nous trouver des voies de sortie, quitte après aux législateurs de voir comment ils doivent faire pour ajuster. Et ça s'impose. Donc, c'est à l'aune des épreuves que nous allons nous perfectionner. Et je pense que ce perfectionnement s'impose. Hier, nous n'avons pas de code électoral. Jusqu'en 2011, le Bénin ne dispose pas des codes électoraux. C'est des règles générales. Et dès qu'on parle de règles générales, pour mettre la Sénat en place, tout ceci, c'est quoi? Il y a des démissions, des groupes parlementaires, tout le monde fait ceci, on devient non inscrit, puisqu'on veut regrouper tel poste de démembrement du Sénat dans tel département. On a fini ça. En 2013, nous avons eu notre code électoral. Le tout premier en la matière, dans notre histoire électorale, pour ne pas dire dans notre histoire politique. Donc, en 2015, c'est ça qui nous a permis de faire les élections de 2015 et les élections de 2016, avant de connaître un nouveau code électoral en 2019, qui nous a conduit encore ici.
et il y a un an plus tôt, on l'a amélioré. Oui. Je pense que au vu de la pratique, d'accord, nous allons essayer de finir par disposer d'une loi qui va rester dans le temps, statique dans le temps. Moi, je souhaite, quand on va finir les élections, que tous les acteurs politiques, quel que soit leur bord, puissent s'asseoir pour évaluer. Qu'est-ce qui nous a fait mal? Qu'est-ce qui nous a fait mal? Parce qu'on n'a pas continué à nous faire du mal. Parce que les émotions, il y a certains qui peuvent éprouver des émotions sans aucun impact sanitaire. D'accord. D'autres peuvent éprouver des émotions avec des impacts sanitaires. D'accord? Donc, je pense qu'il faut qu'on en tienne compte de ça pour que, au terme des élections de 2026, on puisse évaluer, d'accord, notre code électoral, qu'est-ce qu'il y a à faire, qu'est-ce qu'il faut améliorer quand tout va être calme. Il faut aussi se rendre à l'évidence que ça, je pose cette question. Est-ce que les partis politiques du Bénin sont régis par des pratiques démocratiques? C'est une question qui revient à chacun d'eux de répondre. Absolument. Et de chercher à répondre. Pour conclure nos échanges, Monsieur Ouédé, quel message peut-être adressez-vous à l'ensemble de la classe politique sur cette nécessité de faire bloc autour des objectifs de développement du pays au-delà des querelles partisanes? Oui, je voudrais quand même, c'est vrai que les querelles partisanes ne nous apportent rien. Moi, je dis, les questions de développement, j'aime trop citer deux grands domaines, le domaine de la santé et le domaine de l'éducation. Que l'État régalien soit présent partout pour que le citoyen, quel que soit son espace géographique de vie, puisse trouver le minimum. D'accord? Je pense que c'est le plus important. L'autre chose en matière de droit, en matière du droit social, que l'État puisse aller inventorier. D'accord? Quelle est la situation du personnel de l'État dans ces divers espaces? Premier élément. Deuxième élément, ce sont nos formations sanitaires. C'est vrai, mon nom c'est Kalis Ouédé, je suis un homme de terrain, je le dis. Les endroits où nous avons encore des petits problèmes, qu'on puisse les documenter. Et ça, je l'ai dit au dernier colloque, au colloque de Kosso, les préfets et autres ont cette responsabilité de renseigner, de réaliser des cartographies, et j'en ai demandé, d'accord? Avec ça, je pense que le Bénin va connaître un développement humain durable, heureux, d'accord? Pour le bonheur de tout le monde, pour que moi je sois, pour que demain, qu'on ne dise pas que bon, parce que Cali c'est dans les grandes villes, qui se porte mieux par rapport à celui-là qui n'est pas dans les grandes villes. Donc, je veux que les disparités régionales et sociales puissent connaître une amélioration légendaire. C'est vrai, je ne vais pas citer ce qui est fait, mais de par ma position sur le territoire et de ce que je fais en matière de terrain, il y a encore des espaces qui méritent mieux. Et il suffit seulement de remonter l'information. Là, il faut remonter l'information pour que les gens puissent travailler sous peu. Et je voudrais quand même dire quelque chose, hein, et sans être porte-parole de la Sénat, il faut saluer cette structure qui s'est vraiment opérationnalisée, qui est devenue très professionnelle. Donc, les acteurs politiques ont bien fait d'institutionnaliser cette structure. Vous voyez, très tôt, le calendrier a été ventilé. Tous les acteurs ont été conviés. Et ils ont organisé même des espaces où ils ont commis des experts qui sont venus expliquer beaucoup de choses. Donc, je voudrais par là demander aux acteurs politiques de prendre du recul et très tôt de constituer ce qu'il faut constituer pour qu'on n'en vienne pas à des déclarations, à des ceci. Sur les réseaux, je vois beaucoup de choses que je lis. C'est vrai, les sources ne sont pas fiables pour que je puisse me prononcer, mais je dis, on peut mieux faire pour que le climat préélectoral dans notre pays ne soit plus un climat électoral de tension et de choses que je vois dans la ville. Nous ne sommes plus à ce niveau. Le Bénin a été le tout premier au sud du Sahara dans les années 90 à faire vraiment cette marche vers la démocratie et que nos démocraties ne soient pas seulement une démocratie politique. Je veux davantage une démocratie sociale où tout le monde va mieux se retrouver. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Kalis Ouédé. Je rappelle que vous êtes sociologue, anthropologue, enseignant-chercheur, donc enseignant du supérieur. Voilà. Merci pour votre apport à ce débat politique. Je vous ai dit que c'est, pour moi, c'est un devoir. Oui. D'accord? Et je profite pour saluer ma femelle, je le dis toujours, avec les émotions.
Ah, je vous en prie. Parce que je me rappelle encore, c'était hier, quand il me tenait la main pour dire, mon fils, tu dois aller à l'école. Mais elle n'est pas là aujourd'hui. C'est pourquoi je pense à elle. Ben, beaucoup de courage. Merci beaucoup. Beaucoup de courage. Et une pensée à votre collègue Xavier. Vraiment, depuis son décès, c'est la première fois que je reviens ici. D'accord, j'étais quelque part quand j'ai appris ça et ça m'a touché. D'accord. Donc, prenons soin de nous-mêmes parce que nous sommes très jeunes pour mourir. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup, Madame Topola. Mesdames et messieurs, c'est tout pour l'entretien de ce dimanche. Nous vous remercions d'avoir suivi. Toutes nos productions restent disponibles sur les plateformes numériques, la chaîne YouTube et Télébénin. Nous sommes disponibles sur le www.télébénin.com. Vous pouvez télécharger l'application Télébénin pour nous suivre un peu plus facilement. Télé avec vous, pour vous. Nos programmes se poursuivent.